Cette ville a été la capitale de l'État islamique en Afrique du Nord pendant 2 ans. Aujourd'hui, elle est libérée de Daesh. Dans ces ruines, ce jeune combattant libyen a fait une découverte exceptionnelle. Pendant la guerre contre Daesh, j'ai trouvé un ordinateur. Quand je me suis mis à regarder ce que contenait son disque dur, j'ai découvert des documents sur des explosifs, sur la fabrication de mines, sur des attentats. J'étais effrayé. Je ne savais pas à qui on parlait. J'avais peur de les diffuser et que Daesh me tue. Cet ordinateur aurait appartenu à l'un des émirs de Daesh à Sirte. Aujourd'hui, je veux que les gens sachent ce qu'il y a dans ces dossiers, car le monde est toujours en danger. Une mine d'informations exclusive que ce jeune homme, resté anonyme, a accepté de me confier. Il m'a aussi remis le téléphone portable d'une femme djihadiste. 5 années à sillonner ce pays comme journaliste m'ont permis de créer des liens de confiance. J'ai ramené le disque dur et le téléphone en France pour examiner leur contenu. Il révèle avec une précision inédite le fonctionnement de l'État islamique, de ses institutions et sa stratégie terroriste. Pour la première fois, nous allons percer les secrets de Daesh et plonger à son insu dans le cerveau du monstre. Voici le contenu de l'ordinateur d'un émir de Daesh. Un dossier principal et des centaines de documents. Rapidement, une évidence s'impose. Nous sommes au cœur du système de l'État islamique, de son administration. Il m'a fallu plus d'1 an pour analyser ces documents, les trier, les classer par thème. Justice, mœurs, économie, organisation politique, objectifs terroristes. Une autre source m'a aussi confié des centaines d'heures de vidéos. Ce sont des images filmées par les djihadistes pendant toute leur période d'occupation de Sirte. Des vidéos qui n'étaient destinées qu'à une diffusion interne au sein de Daesh. Elles sont donc inédites. En plus de ces documents, le téléphone portable de la femme djihadiste. Elle s'appelle Fatma, elle est syrienne et elle a rejoint son mari, un combattant, sous les ordres directs de l'émir en Libye. Son téléphone contient ses photos, vidéos et des messages personnels. Elle a 2 enfants. La vie intime de l'épouse d'un combattant. Ces sources exclusives révèlent un système de gouvernance très élaboré, entre brutalité et bureaucratie méticuleuse. Elles permettent de mettre au jour le mode opératoire, le système de formation des kamikazes et de recrutement des djihadistes étrangers. Et surtout de comprendre comment et pourquoi le groupe terroriste renaît sans cesse de ses cendres.
L'histoire du disque dur et du téléphone a démarré ici, à Sirte. C'est une ville libyenne située à 300 km de l'Europe. Daesh a profité du chaos libyen pour l'occuper de 2014 à 2016. Mohamed a combattu l'État islamique. Il a affronté la mort durant 7 mois pour mettre fin à sa présence à Sirte. Au début, ils se sont montrés sous leur meilleur jour. Ils n'ont pas été autoritaires. Ils ont fait plutôt bonne impression. Ils montraient un visage sympathique, pas du tout radical. Ils ont trouvé une bonne terre pour planter leurs graines, ici, à Sirte. Le téléphone portable de la djihadiste que nous avons récupéré raconte de l'intérieur cette époque. Certaines de ces vidéos témoignent d'une vie de famille semblable à celle des autres Libyens. Seul le doigt, dirigé vers le ciel, indique bien son appartenance au mouvement djihadiste. هذه أبناء نسيبة ماشي البحر في آثار الإبداع. Au départ, Daesh a plu. Mais dès qu'ils se sont sentis à l'aise, la musique a changé. Ils se sont infiltrés petit à petit pour mettre la main sur la ville. Après avoir pris la ville, le masque est tombé. Le vrai visage de Daesh est apparu. Les combattants de l'État islamique commencent par éliminer le pouvoir en place. Le frère d'Abdelhakim, alors responsable des finances de la ville, est leur première victime. Vers 9 h du matin, un ami me téléphone et me dit « On a tiré sur ton frère Milad, dans sa voiture, et personne ne lui vient en aide. » C'est ici qu'a été exécuté mon frère, Milad Ali Bourguiba, membre du conseil municipal de Sirte. J'ai quitté mon travail et je suis venu. Je l'ai trouvé dans sa voiture. J'ai regardé à l'intérieur et je l'ai vu, criblé de balles. Sa voiture était positionnée comme ça, face à la porte, comme s'il s'apprêtait à aller à son travail. J'ai trouvé aussi des douilles de Kalachnikov. J'ai cherché à savoir qui avait fait ça. Les voisins m'ont dit qu'ils avaient vu une Chevrolet noire. À l'époque, on ne savait pas que cette voiture noire, c'était la marque de Daesh. Aujourd'hui, la maison est déserte. Il a laissé le vide. Cette rue était... Cette rue était pleine de vie. Il aimait s'installer ici avec ses amis le soir. C'était joyeux. Après mon frère, ça a été le tour de Ramadan Fourouk, responsable de la fabrication des passeports.
Pour fabriquer des faux passeports, ils ont pris le contrôle de son département et ils l'ont liquidé. Après avoir éliminé les 3 plus hauts responsables de la ville, ils se sont dévoilés en public. Ils ne se cachaient plus. Pour bien signifier au monde que le drapeau noir flotte à Sirte, Daesh réalise ici sa plus célèbre et macabre vidéo de propagande. Ça s'est passé là, derrière moi, à côté des 2 rochers. 21 prisonniers chrétiens, des coptes orthodoxes, habillés symboliquement comme ceux de Guantanamo. Tous seront décapités sur cette plage. Les chrétiens coptes sont morts ici. Ils les traînaient, les pauvres. Cet endroit est devenu leur sanctuaire. Le monde entier se souviendra de ce que Daesh leur a fait subir. Aujourd'hui, nous sommes au sud de Rome, sur la terre musulmane de la Libye. Cette mer dans laquelle vous avez caché le corps du cheikh Oussama Ben Laden. Nous jurons devant Allah que nous allons la mêler à votre sang. C'est aussi l'acte fondateur du début de la terreur à Sirte. Au début, les gens n'y croyaient pas. Ils soutenaient que ce n'était pas arrivé à Sirte. Et puis, ils ont reconnu les palmiers et quelques détails. Et là, ils ont fini par comprendre. Daesh s'installe à Sirte et y place 4 hauts responsables des émirs. L'un d'eux vit ici où l'on peut lire « Interdiction d'entrer sans autorisation ». Il prend possession de ce groupe de maisons. Il est en charge de la police islamique, des finances et des esclaves. Il a 4 épouses et 7 enfants. Sur les murs des chambres à coucher, la plus jeune de ces femmes lui écrit des messages. C'est dans mon lit que tu trouveras le bonheur, mon amour. C'est ici que son ordinateur a été retrouvé. Il donne des informations précises sur le rôle d'un émir de Daesh. Sur un des documents, je découvre que c'est lui qui a le pouvoir de donner des ordres à tous les responsables de l'État islamique dans la ville. Je vous ordonne de vérifier l'identité de tous ceux qui sont sous vos ordres. Ces messages sont adressés à la fois à l'émir des militaires, au chef de la police islamique, à celui du tribunal et aux responsables des affaires religieuses. On trouve sa signature sur de nombreux documents. Un simple mot, l'émir. Son nom de guerre, Abu Abdallah al-Masri, un pseudonyme pour masquer sa réelle identité. Nous avons tout un dossier sur ce personnage, un homme très dangereux. Son vrai nom est Mohamed Abderrahman. C'est un Égyptien, né en Arabie Saoudite. Voici l'une des rares photos qui existent de lui. Ce cliché est issu d'un rapport interne des services de renseignement libyens. L'émir y figure sur la liste des hommes à abattre.
Avant la guerre, Mohamed était un apprenti pilote. Dans le chaos libyen, il s'est engagé pour combattre Daesh. Il a participé à la rédaction de ce rapport. Il était proche d'Oussama Ben Laden. C'est aussi un ami très proche du dirigeant actuel d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Il est parmi les premiers à avoir fait allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, le dirigeant de Daesh. Il est entré en Libye par le désert en passant par la ville de Koufra. Quand il est arrivé à Sirte, il a été nommé émir. Il a le sang des habitants de Sirte sur les mains. Il a tué beaucoup de monde. Il a éliminé des gens sans se poser de questions. Les histoires que j'ai entendues sont tellement horribles que je ne peux pas les raconter. Elles sont inhumaines. Ce vétéran du djihad a l'expérience du combat, de la fuite, de la clandestinité. Un nouveau chapitre de sa carrière commence. Il va désormais régner sur un territoire où il aura tout pouvoir. Il installe ses bureaux en plein centre-ville, dans ce bâtiment. Et il prend sa première décision. Maintenant que nous vivons sous le règne de l'État islamique et de la charia, nous devons mettre en place un tribunal. Comment choisir les juges et sur quelle base? La Libye est un pays tribal, l'émir le sait. Pour éviter toute bienveillance, il confie la tête de son tribunal à un étranger. Ce sera un Saoudien, Abu Omar. Tous les responsables seront des djihadistes étrangers, jusqu'au secrétaire. Ali Ben Arbia était instituteur avant la guerre. Il a participé aux interrogatoires des djihadistes après le conflit. La terreur s'est accentuée quand les djihadistes étrangers ont débarqué. Ils n'avaient aucune pitié à l'égard des Libyens. Beaucoup de cas auraient pu se résoudre à la manière libyenne, par une simple discussion, sans coup, sans assassinat. Mais eux, ils tuaient sans aucune raison. Les juges appliquent la charia, la loi islamique. Ils ne rendent compte qu'à l'émir. Ils réalisent un rapport hebdomadaire qu'ils lui transfèrent. Voici l'un d'eux. Les délits énumérés ressemblent à ceux de n'importe quel tribunal. Dispute pour une voiture, vol, dette, conflit immobilier. Les châtiments, en revanche, sont des interprétations de la charia par chaque juge. Pour une consommation d'alcool, 40 coups de fouet et la prison. La violence envers autrui mérite 3 jours de prison, mais envers un musulman, la sentence est plus étonnante. Des coups de fouet sous les yeux de la victime, de sa mère et de son frère. Sous le règne de l'émir, étudier le droit est un délit. La peine, une rééducation en prison. Cigarettes et alcool sont prohibés. La liberté individuelle est réduite et gare à ceux qui consomment régulièrement du hashish. Je m'appelle Oussama. J'ai été un prisonnier de Daesh.
Discrètement, chez moi, avec mes potes, on fumait la chicha. Un jour, après leur départ, je suis resté fumer seul pour prolonger le plaisir. La police islamique a débarqué et ils m'ont jeté en prison. Oussama a tout juste 15 ans. Il va passer 3 semaines dans les geôles de Daesh. Le premier jour, ils ne m'ont rien fait. Le deuxième, ils ont commencé à me torturer. Ils étaient sans pitié. En étant ici, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a 1 an et demi. J'ai l'impression d'être encore une fois prisonnier. Je me rappelle de tout. Des coups, des tortures. Deux djihadistes me tenaient de chaque côté et ils serraient mon pied jusqu'à la limite du supportable, jusqu'à ce que le sang ne circule plus. Et ils me frappaient, jusqu'à ce que je ne puisse plus me mettre debout. Je souffrais et je me sentais impuissant. Voici un autre genre de torture. Ils prenaient cette règle et ils nous obligeaient à mettre nos doigts comme ceci. Et ils arrachaient nos ongles comme ça. Regardez, il y a encore du sang. C'est la preuve de notre calvaire. La liste des détenus est archivée par l'émir. Elle atteste de la répression massive imposée par Daesh. Des centaines de noms. Plusieurs d'entre nous sont morts sous leur torture. Leurs mots gravés sur les murs hantent encore les lieux. Ils ne connaissent aucune pitié. Ce sont les barbares de ce siècle. La terreur, imposée comme mode de gouvernance, Daesh l'applique bien au-delà de Sirte, à travers tout ce que l'organisation terroriste appelle son califat. Comment les émirs justifient-ils cette barbarie? Il fallait en rencontrer un pour avoir la réponse. Le rendez-vous a lieu à 3000 km de Sirte, en Turquie. Ce pays sert de base arrière à de nombreux djihadistes de Daesh. Parmi eux, des émirs et des chefs de guerre qui vivent dans la clandestinité. Après des mois de tractation, l'un d'eux a accepté de nous accorder un entretien. Il est syrien. Au moment de notre rencontre, il était recherché par les services de renseignement occidentaux. Depuis cet entretien, il a été arrêté. Je suis un émir de la guerre. Je dirigeais 1800 combattants. Je suis en Turquie depuis quelques mois, mais mon cœur est toujours avec l'État islamique. Cet émir a 34 ans.
et a occupé un rang très élevé au sein de l'organisation. Notre comportement avec les civils était dur, mais juste. Vous pensez qu'il faut pardonner à un voleur. Nous, on lui coupe la main. Celui qui se drogue doit mourir. S'il consomme de la cocaïne ou de l'héroïne, il doit mourir. Le monde ne voit pas les choses comme ça. Mais c'est le vrai islam. Donner la mort, comment vous expliquer? C'est juste. Je l'ai fait. Par exemple, j'ai eu l'information selon laquelle un groupe de gens se droguait. On a fait une descente chez eux. On les a pris. On leur a ligoté les mains, masqué les yeux, et on leur a fait baisser la tête. Et on a tiré sur chacun d'eux, moi et 6 de mes gars. Chacun s'est chargé d'une tête. Un autre homme avait, comment dire ça, couché avec un autre homme. Il méritait la mort, bien sûr. Je ne l'ai pas tué avec mon arme. Je l'ai traîné jusqu'en haut d'un immeuble et je l'ai poussé dans le vide. Celui qui sort du droit chemin doit mourir. Et moi, si je vous avais croisé lorsque vous étiez un chef en Syrie, vous m'auriez tué? Si vous êtes musulman et que vous connaissez l'islam, non, je ne vous tue pas. Et si je ne suis pas musulman? Soit vous acceptez de devenir musulman, soit vous n'acceptez pas, et je vous tue. En Syrie, en Irak, en Libye, Daesh suit les mêmes règles, écrites par ses théoriciens. À charge pour chaque émir de les appliquer sans pitié. Ces actes sanguinaires doivent être consignés par écrit, comptabilisés. Permission de faire couler le sang du prisonnier. En un mois, l'émir de Sirte signe ainsi 49 exécutions. Certaines sentences sont exécutées en public, sur cette place. L'émir les fait filmer par ses services. Ces images, tournées par les djihadistes, ne sont pas destinées à la propagande. Elles font partie des heures de vidéo qui m'ont été confiées par ma source. Elles apportent un regard inédit sur l'État islamique. La peur doit s'imposer à tous. La population est convoquée pour assister au spectacle de la mort. Dans l'affaire 1222, la police islamique a arrêté l'accusé Nadi Sharif. Les juges ont acquis la certitude que l'accusé a insulté l'islam et qu'il a commis l'adultère 4 fois. Le jugement est la mort. Gouverné par la terreur. À Sirte, plus personne n'ose s'opposer au pouvoir de l'émir. Brisés, les habitants deviennent dociles. Cela commence avec la levée de l'impôt islamique. Les djihadistes répertorient chaque commerce avec un numéro peint sur la devanture. Il est entouré du sceau de Daesh.
Sur le disque dur, des milliers de reçus méticuleusement ordonnés indiquent le nom du djihadiste percepteur et la somme qu'il a récoltée. Le plus zélé d'entre eux se nomme Abdou Abdelrahman. À lui seul, il récolte des milliers d'euros par jour. Il taxe les gens et s'accapare une partie de leurs biens. L'impôt ne va plus à l'État, mais dans les caisses de Daesh. C'est structuré. Le ministère des Finances travaille jour et nuit pour ramasser de l'argent. Quand on arrive dans une épicerie, on fait l'inventaire de tous les produits. On vérifie les prix et on ponctionne une partie des bénéfices pour nous. C'est une règle islamique. Le commerçant n'est pas obligé de payer, c'est lui qui décide. Mais s'il ne paie pas, il est puni. C'est la prison ou les coups de fouet, car il offense l'islam et la charia. Le prétexte religieux cache un projet bien plus violent, la spoliation totale des biens des habitants. Elle va se mettre en place par étapes, selon un schéma que je découvre dans les documents issus de l'ordinateur de l'émir et qui se répète sur tous les territoires de Daesh. Pour commencer, l'émir divise la région de Sirte en plusieurs districts. Il implante dans chacun d'entre eux un bureau destiné à la collecte de l'impôt qu'il fait vite tourner à plein régime. L'un de ses responsables lui écrit « Cette semaine, nous avons transféré nos bureaux vers de nouveaux locaux plus pratiques. Ils peuvent accueillir un plus grand nombre de personnes. » Là encore, les djihadistes se filment dans leur exercice du pouvoir. Comme ici, dans ce bureau des impôts et des dons. Plus besoin d'armes, la population a compris ce qu'elle risque si elle fraude. Un jeune djihadiste à peine formé fait office de percepteur. دخلك في الشهر اقول 120 في الشهر. ما انت قلت ما عنديش. من اليوم 18 واحد فيما دخل القرش بالسياره ولا حاجه. لكن لا انا مش كتبته تمام، لكن تبعدوا معك انك يوم اللي يدخل اي دخل تجي يقول لي دخلي كم. خلاص هي البلاد كذا بالتحرك، بما ان الطوغية هذول خشوا يبحركوا البلاد شويه كي باش يسيسوا الناس. Chaque habitant est sommé de se présenter avec son acte de propriété. Officiellement, il s'agit juste de s'enregistrer, comme l'explique le responsable du tribunal de Sirte dans ce document intitulé « Communiqué important ». Toute personne qui détient des documents administratifs qui ne sont pas signés par les services de l'État islamique risque de se voir refuser leur authenticité. En quelques mois, l'émir constitue une base de données sur le patrimoine de chacun. Il a tout recensé. Les plus riches sont identifiés et particulièrement ciblés. Leurs biens sont transférés vers l'État islamique. La collecte de l'impôt laisse place au vol organisé.
Ils m'ont tout pris. Mes meubles, mes tracteurs, les outils de ma ferme. Ils n'ont même pas laissé une petite cuillère. Ils n'ont rien laissé. Pour eux, mes biens étaient leur butin. Les pillages se multiplient, à tel point que la population est asphyxiée et ose se plaindre. Le chef du tribunal écrit même à l'émir pour lui faire part de la grogne. Il n'y a pas un jour sans que l'on reçoive une plainte de quelqu'un qui estime que l'État islamique lui a pris son logement sans aucune raison. La justification se résume en un seul mot. Mécréant. Ils disaient que j'étais un apostat. Ils me faisaient passer pour un mécréant, pas un vrai musulman. Mais moi, je suis un musulman modéré. Je suis allé à la Mecque. Pourquoi ont-ils fait ça? Ça n'a pas de sens. Ils ont d'abord mis la main sur les finances des institutions de la ville. Ensuite, ils ont fait du commerce d'esclaves. Ils ont vendu de la drogue. Ils ont eu recours à tous les moyens pour s'enrichir. Ils avaient la main mise sur les routes. Ils en ont profité pour racketter les voyageurs. Cela représente des milliards de dollars par an. Daesh s'autofinance rapidement et ne dépend pas seulement de l'argent du pétrole ou de circuits financiers internationaux. Lors de la chute de Sirte, une partie de cette richesse a été retrouvée dans les bureaux de l'émir. Ce butin lui sert à recruter et fidéliser les djihadistes qui, eux, vivent confortablement. C'est le cas de la famille Doum Fatma, l'épouse du djihadiste, dont nous avons récupéré le téléphone portable. Elle célèbre les anniversaires, alors que ces fêtes sont interdites par Daesh. Fatma est heureuse. لا يا محمد مو هيك عشان نعرف النظافة ايه خلاص مو هيك لا يا محمد Daesh, c'est être généreux avec ses troupes. L'organisation offre même à ses combattants des appartements spoliés. « 180 biens immobiliers appartenant à des mécréants sont réquisitionnés par l'État islamique. Ce jeune architecte, devenu combattant contre Daesh, a vu plusieurs de ses amis succomber à l'attrait du pouvoir et de l'argent. Il distribuait les terres, les maisons et même les femmes. Imagine, un jeune pauvre, on lui offre de l'argent, une voiture, une femme, une arme, tout ce dont il a envie. Qui peut refuser ça?
il y va sans réfléchir. Résultat, 3500 combattants viendront vivre à Sirte avec leurs enfants. Les services de renseignement libyens ont retracé le trajet emprunté par les recrues tunisiennes. Elles arrivent aussi d'Algérie, selon un trajet balisé et structuré par avance, autour de points relais. Le gros des troupes vient d'Afrique subsaharienne. Can we have you say something now? Do the whole recording. Start now. Yeah, start. Je retrouve parmi les centaines d'heures de films qui m'ont été confiés des vidéos de leur ralliement. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان Le pouvoir offre à ces jeunes djihadistes un salaire. En plus, il leur permet d'assouvir leurs désirs sexuels. Plus besoin de payer un mariage coûteux, l'émir leur offre la liberté sexuelle. Il prône officiellement l'abstinence, mais multiplie les actes de mariage et de divorce. Sur ce document par exemple, un djihadiste est dispensé de dot pour se marier. Sur celui-ci, une Kalachnikov suffit. Plus étonnant encore, parfois c'est une ceinture d'explosifs qui est offerte à la future épouse. Leur rapport aux femmes n'est ni religieux ni moral. Ils en épousent une un jour et le lendemain, ils divorcent pour la laisser à quelqu'un d'autre. Ils divorcent sans avoir à se justifier, c'est juste pour le sexe. Une femme a été mariée avec 17 hommes. 17 hommes. Un mois avec l'un et le suivant avec un autre. Les djihadistes se l'échangeaient contre une voiture ou quelques billets, ou simplement ils en avaient ras-le-bol et ils l'offraient. Une autre femme a vécu avec seulement 2 émirs, mais elle était très belle. Les djihadistes ont le droit à 4 épouses et sont censés suivre certaines règles. Séparation des domiciles pour éviter les problèmes entre épouses. Respect de l'équilibre du devoir conjugal entre toutes. Autorisation obligatoire du mari pour sortir du domicile. Ne pas dévoiler les secrets du mari. La polygamie ne suffit pas à assouvir les désirs des djihadistes. Daesh légitime l'esclavage. La femme devient une récompense pour les combattants les plus dévoués. En temps de guerre, quand tu attrapes une non-musulmane, tu peux en faire une esclave. Une musulmane ne peut pas être une esclave. Une esclave, qu'elle soit une jeune fille ou une femme, tu peux l'enfermer chez toi. Tu peux lui ordonner ce que tu veux, le ménage, ou même coucher avec elle, qu'elle soit consentante ou pas. Tandis que les djihadistes bénéficient des largesses de l'émir, ils imposent à la population une vision rigoriste de l'islam. Quel que soit leur âge, les habitants de Sirte doivent suivre une formation de 4 mois pour devenir ce que Daesh appelle de bons musulmans. Elle s'achève par une cérémonie de remise des prix aux plus méritants devant la caméra de l'État islamique. الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر. شن كاين تعريفك أنت في الورقة؟
إجابة صحيحة بارك الله فيك يا أخونا محمد خشيات والسحاب من وريد فيش لا تصفيق لا تصفيق لا في تكبير تكبير صوت لا صوت ضعيفة معقولة خليفة هيك تكبيرة كذا جو مع بعض كمان 1 2 3 بارك الله فيك. L'émir a constitué un État, un nouveau chapitre de son histoire s'ouvre et un nouveau dossier sur son ordinateur, la stratégie terroriste. Des centaines de documents y sont consacrés. Parmi eux, des manuels destinés à former les combattants islamistes. Ils constituent la bibliothèque idéale du djihadiste. Nous entrons dans une sorte d'université virtuelle du terrorisme. Des photos qui invitent à donner la mort et à semer la terreur. Des cours détaillés et des conseils pratiques. Un repérage du consulat américain de Jeddah en Arabie Saoudite, frappé par un attentat en 2004. Certains documents sont rédigés par des membres de Daesh. D'autres datent de l'époque de Ben Laden et sont remis à jour. Celui-ci, divisé en plusieurs volumes, explique aux kamikazes comment fabriquer une bombe avec les produits de notre quotidien. Par exemple, des allumes-barbecue, transformés étape par étape en matière explosive. Cette matière peut être utilisée pour construire une bombe. Des pesticides, des produits médicaux. Ils utilisent tout intelligemment et ils sont bien formés pour ça. Juste avec des produits que l'on trouve dans le commerce. C'est un vrai danger, difficile à appréhender. Car les djihadistes ne transportent rien sur eux quand ils passent d'un pays à un autre. Ils font leurs courses sur place. Les cours sont précis et structurés. Ils s'appuient sur des données scientifiques, comme ici avec l'impact d'une bombe et son onde de choc. Comment choisir le bon véhicule en fonction de son poids? Quelle quantité d'explosifs utiliser pour réduire en cendres un bâtiment? Daesh a recruté un grand nombre de djihadistes éduqués. Du coup, ils ont amélioré leur manière d'utiliser des outils électroniques. Le résultat, c'est que leurs bombes sont devenues beaucoup plus dangereuses. Ce ne sont pas de simples ingénieurs qui peuvent faire ça. Tout ça n'a pas démarré à Sirte. C'est le fruit de l'expérience acquise en Afghanistan, celui du Hamas, de la guerre en Irak contre les Américains, à Fallujah par exemple, et maintenant c'est arrivé en Libye. Tout ça n'est pas nouveau pour eux. C'est transmis de génération en génération. Chacune l'a repris et l'a amélioré. Tel un département de recherche et développement, les djihadistes utilisent le travail des anciens pour améliorer et perfectionner leurs futures actions. Comme par exemple l'attentat de Madrid en 2004. En pleine heure de pointe, 10 bombes explosent presque simultanément dans 4 trains espagnols. 191 morts et plus de 1500 blessés. 13 ans plus tard, en Libye, les dossiers de l'émir y font référence. Études et analyses détaillées de l'attentat de Madrid et des erreurs commises. L'étude est exhaustive. Chronologie de l'attentat, détail des explosifs. Les 4 bombes pèsent chacune 15 kg, 12 kg d'explosifs et le reste sont des clous. Le nombre de morts ne suffit pas à l'auteur de ce rapport.
Il y a eu des erreurs commises sur lesquelles il faut s'attarder, pour enseigner aux générations futures comment les éviter. Comme par exemple, une faute qui semble banale. Première erreur, l'achat du téléphone portable dévoile leur nationalité marocaine. La dernière phrase du rapport est écrite en gros caractères et en gras. Le djihadiste y met toute la rage et la haine qu'il porte à l'Occident. Du sang et du sang, de la destruction et de la destruction. Et ce qui va suivre sera plus fort et plus amer. L'arme que nous sommes les seuls à avoir se nomme djihadiste. Il est intelligent et prêt à mourir pour ne pas rater sa cible. Le bras armé de Daesh, des jeunes prêts à mourir pour une cause, sans en comprendre tous les rouages. Ça, kay jël gayen, kay jël benn 5 minutes, benn 10 secondes. Hier, c'était la France. Aujourd'hui, la Belgique. Demain, ce sera l'Angleterre. Wallahi, on vous combattra jusqu'il ne subsiste plus de fitna. On a réussi cette attaque en France. On vous dit que votre technologie ne vous portera pas en sécurité. Seul le repentir vers Allah vous mènera en sécurité. Wallahi, tant que vos avions viendront nous frapper dans notre terre, wallahi, on fera des explosions. On vous enverra des voitures d'explosifs. On vous enverra des hommes qui aiment la vie, qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Ouais, d'accord quoi. D'accord, là, je me suis trompé. Quand il y a eu l'attentat de Paris et que l'on a vu ce que nos combattants étaient capables de faire, les membres de mon unité sont venus me demander l'autorisation de partir en Europe, en passant par la Libye. Ils voulaient faire la même chose, faire des attentats à Londres, à Paris ou aux États-Unis. Nous avons des combattants partout, des combattants secrets à Paris, en Libye. Nous sommes unis, que l'on soit en Syrie ou en Irak. On est tous unis. Il ne s'agit pas seulement de tuer. Même un attentat raté sème la terreur dans le pays ciblé et l'oblige à dépenser massivement pour sa sécurité. C'est le terrorisme économique, illustré par ces documents. Une analyse d'une tentative d'attentat datant de 2009. Un djihadiste parvient alors à embarquer avec 80 grammes d'explosifs dans un vol d'Amsterdam vers Détroit. Les explosifs dissimulés dans ses sous-vêtements prendront feu, sans exploser. Pour les djihadistes, cet attentat raté est une réussite. Une action qui ne coûte à un djihadiste que 300 $ peut déstabiliser un grand pays. Cela oblige les compagnies aériennes à dépenser des milliards pour se protéger et éviter nos actions. L'objectif est de déstabiliser les gouvernements occidentaux par le biais de leurs finances. Pour cela, même une simulation peut fonctionner. Il suffit de peindre un baril en jaune, d'y apposer le sigle nucléaire et de mettre des fils bien en évidence pour créer l'effet souhaité. Votre imagination est votre seule limite. La guerre ne se mène pas seulement en Occident. En Libye, l'émir règne sur un territoire grand comme le Liban, le long de la côte méditerranéenne. Mais en mai 2015, avec ses 3500 combattants, il se lance à la conquête du reste du pays, en attaquant le port de Misrata. Sur cette vidéo interne que nous avons récupérée, 3 voitures de djihadistes vont prendre le checkpoint qui marque l'entrée de la ville.
Misrata est la 3e grande ville du pays et la plus grande base militaire de l'ouest de la Libye. زيد ما تقفش عنك هذول مسلمين ما حد يكلمهم دمهم حار نعم بقول لك فرحات تصيب نزل سلاحك يا ابو محمد Un djihadiste est blessé. En face, tous sont morts, surpris par l'attaque. يا اخي في اخ متصاب انا عربيات ما فيهاش بنزين معاك موس ما فيش Les membres de Daesh volent les voitures et brûlent celles qu'ils ne peuvent démarrer. في عربيه هناك اهي خليتهم كانوا في السياره بعد شيء وهزهم باي وين بنزين ما حاطط اوضه منه يلا يا شباب روح On ne s'attendait pas à ça. J'y ai perdu des amis très chers. C'était l'unité 154. Ils avaient en charge de garder la route qui vient du sud. C'est à ce moment-là que la ville de Misrata a décidé d'attaquer Sirte et d'éliminer Daesh. Là, tu me fais me souvenir d'une période que j'ai envie d'oublier. Mohamed et ses camarades des brigades de Misrata déclarent la guerre à Daesh. Elle va durer 8 mois. Elle fera 700 morts et 1600 blessés. 4 décembre 2016, c'est le dernier jour. Les combattants de Misrata encerclent alors les djihadistes, qui tiennent une dizaine de maisons. Leur chef, l'émir, et Fatma, pourraient être parmi eux. Avec des drones, Mohamed Septi scrute le moindre mouvement de ses ennemis. J'ai utilisé des drones pour informer les combattants qui étaient sur la ligne de front. Je voyais ce qui se passait d'une manière claire et précise. Je n'entendais rien, mais je voyais ce qui se passait chez l'ennemi. Et je faisais mon possible pour décrypter leurs mouvements. Ce qui va se dérouler permet de comprendre la stratégie de résistance de l'organisation terroriste. Cernés, 200 djihadistes sont mêlés à des civils. Ils se faufilent d'une maison à une autre pour éviter les bombardements. Fatma enregistre un appel à l'aide sur son téléphone. يعني متحصين بمكان واحد يعني زوجي مين بيعرف انه محمد قتل Je donnais le feu vert à l'aviation américaine via le centre de commandement de la coalition. J'avais une ligne directe avec laquelle je donnais les coordonnées pour bombarder telle ou telle maison et éviter de tuer des civils.
J'ai vécu ce dernier jour de conflit avec les combattants de Misrata. J'embarque au cœur des combats avec Emad, le jeune architecte. Au volant, Oussama, le chef de brigade, qui mène la dernière bataille. Tu peux me confirmer l'information? On nous avertit qu'il y a 2 djihadistes juste là. On nous dit de faire gaffe. Ils sont planqués sous terre dans les égouts. Ils sont cachés, tu ne peux pas les voir. On peut tirer autant qu'on veut, on les aura pas. Face au risque, Emad et moi quittons la voiture. Notre voiture était blindée. Je lui disais, Oussama, à n'importe quel moment, un kamikaze peut se jeter sur la voiture et nous faire exploser. Il me disait, Dieu nous garde, et moi j'ai pas peur. À un moment, il m'a déposé et j'ai entendu crier à la radio. Oussama est blessé. Je me suis dit, c'est impossible. La voiture est blindée. Avec son véhicule, Oussama est retourné seul sur la ligne de front. Et j'ai compris rapidement qu'un kamikaze avait surgi de sa planque et s'était fait exploser contre la voiture d'Oussama. J'ai couru et je l'ai trouvé avec une jambe en moins et l'autre presque sectionnée. C'était dur à voir. Je filmais et je voyais les attaques de kamikazes. Imagine-toi, quand tu vois sur ton écran tes propres amis mourir, tu n'as qu'une envie, c'est d'appuyer sur pause, mais tu ne peux pas. Je m'adresse aux femmes et aux enfants. C'est le moment de sortir. À l'est de la ville, on vous a dégagé une sortie vers la mer. C'est la voie de la paix. Cette voix résonne dans les ruines. Avec son téléphone, Fatma, la femme de djihadiste, enregistre cet appel à se rendre. Elle est prise au piège. Elle filme. C'est son dernier message. أنا صعباش ماشي هذا يودع فيا. كيف حالك انتي؟ كيف حال صحتك؟ هاي البنات اللي عليك ربي يصبرني، ادعولي ربي يصبرني، نسأل الله يتقبله لأنه هو يبي الشهادة، دائما نطمن في نفسي بالقصة، نسأل الله يتقبله يا ربي. وادعوا لي ربي يصبرني بس، ربي يصبرني على فراق محمد. السلام عليكم. Fatma a disparu et c'est dans ces ruines que son portable a été retrouvé. Certains djihadistes permettent à leurs épouses et à leurs enfants de fuir. L'un d'entre eux embrasse son garçon pour la dernière fois.
Mais dans ce chaos, une des femmes n'est pas une rescapée comme les autres. Elle portait une bombe. À peine arrivée près de nous, elle s'est faite exploser. Cette guerre n'avait rien de normal. Cette kamikaze a délaissé la couleur noire pour mourir et donner la mort. Ni les femmes ni leurs enfants n'ont survécu et 3 combattants sont morts. Dans cette guerre, il y avait de la tristesse et de la souffrance, de la force et du courage, l'odeur de la poudre et du sang. Il y avait énormément de sentiments mélangés. On se regardait et au fond de nous, on se disait « Qui va-t-on perdre ?» Alors, on essayait de profiter de chaque moment où on était ensemble. Des moments difficiles à oublier. La guerre est finie, la poussière est retombée sur le champ de bataille. Après Sirte, Daesh va perdre ses 2 autres capitales. Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Il n'y a plus de territoire, en apparence. Ils ont exfiltré des gens qui peuvent former une nouvelle génération de djihadistes. Ils ont exfiltré des spécialistes des déplacements, des responsables qui ont des liens au nord du Mali, au Soudan et au Niger. Ils ont exfiltré des formateurs islamiques, des formateurs de combat. Tous se sont unis autour d'un chef irakien du nord de l'Afrique, appelé Abu Mouad al-Iraqi. Il y a des groupes qui ont été envoyés en Europe en utilisant les barques de l'immigration clandestine. Ils ont été entraînés en Libye. Ils ont dépensé beaucoup d'argent dans 2 régions libyennes pour les former. On n'a malheureusement pas leur identité. Daesh va renaître, encore une fois. On a des chefs ou des formateurs qui envoient des loups solitaires, comme ils les appellent. Ils prennent 1 ou 2 ou 3 djihadistes qu'ils entraînent à combattre. Ils sont formés à se déplacer en Europe et à commettre des attentats. Ils ne partent pas en groupe, mais individuellement, pour ne pas se faire remarquer. J'ai dit à un prisonnier djihadiste, toi tu as écrit sur les murs de Sirte, le port de Sirte est la porte de l'Europe. Je lui ai demandé, tu crois vraiment qu'avec vos moyens vous allez conquérir Rome? Il m'a répondu, pas besoin de moyens. Je suis fier d'être au début de l'histoire. Moi, je peux mourir. Je ne représente rien. Mais l'essentiel est que cette pensée perdure. L'émir de Sirte a été tué dans la bataille, mais les documents trouvés dans le disque dur vont lui survivre.
Il pourrait nourrir une nouvelle génération de djihadistes prêts à poursuivre le combat.